Donc vous allez ouvrir le document. Le dossier zip que vous avez téléchargé, je vous avais dit de le mettre dans un dossier. Ici, j'ai fait un dossier que j'ai appelé ID livre. Donc dans un dossier. Le zip est là. Vous l'avez dézippé en double-cliquant sur lui, sur le Mac, ou en faisant un clic droit, extraire sur le PC. Gros piège sur le PC, si vous n'extrayez pas le zip en faisant clic droit, extraire, ou un truc du genre, vous avez l'impression que vous arrivez à voir ce qu'il y a dans le dossier et que tout va bien, sauf que ce n'est pas visible par les logiciels. Les logiciels, eux, ne verront pas les fichiers qui sont dans le zip. Vous voyez, c'est un genre de prévisualisation de ce qu'il y a dans le zip avant de le dézipper sur le PC. Il faut vraiment faire clic droit, extraire sur le PC pour arriver à voir et à utiliser ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez le dossier là. Là-dedans, vous avez un dossier qui s'appelle document 56 folder, vous l'ouvrez. Et là-dedans, vous avez un fichier qui s'appelle document 56.indd. Et vous pouvez l'ouvrir. Donc, il a été fait dans la version 2018 de InDesign. Et si je voulais l'ouvrir dans la version 2018, j'utiliserais aussi ce document .indd. Si je voulais l'ouvrir dans une version avant 2018, il faudrait que j'utilise le IDML. C'est à ça qui sert le IDML. C'est juste pour ouvrir dans une version précédente de celle qui a servi à faire le document. Donc le document a été fait dans la version 2018. On est avec la version 2019. Vous pouvez utiliser le INDD. Ça devrait fonctionner. Il y aura peut-être une petite conversion qui va avoir lieu. On va voir. Voilà. Si on regarde sur la barre de titre, il est indiqué « Converti ». Parce que, voilà, il a été adapté à la nouvelle version. Chaque version de InDesign a une structure de documents différente. Ils améliorent les choses. Mais une version de InDesign est capable de lire une ancienne structure de documents d'une version précédente. Voilà, c'est du XML. Pour ceux que ça intéresse, un document InDesign, c'est du XML, tout bêtement. La structuration la plus courante pour des documents. La plus passe-partout. Alors voilà, vous allez pouvoir zoomer. Je suppose que vous savez comment on zoome avec la touche Alt et la roulette de la souris. Peut-être que la roulette ne fonctionne pas. Peut-être que vous allez devoir utiliser les raccourcis clavier, barre d'espacement, touche Alt et commande en même temps. Barre d'espacement, commande Alt pour zoomer en arrière. Barre d'espacement, commande pour zoomer en avant. Donc bien sûr sur le PC ce sera barre d'espacement Alt Control pour zoomer en arrière et barre d'espacement Control pour zoomer en avant. Ça c'est si la roulette de votre souris ne fonctionne pas bien. Quand vous faites Alt et vous jouez avec la roulette de la souris, vous n'arrivez pas à bien zoomer. Ça peut arriver. Donc vous avez toujours les raccourcis qui sont à votre disposition. Alors on va faire disparaître les palettes de droite. Touche majuscule et touche tabulation en même temps. Donc la touche majuscule qui est juste au-dessus de la touche contrôle sur le clavier. Je précise parce qu'il y en a qui font pas trop la différence entre majuscule et verrouillage majuscule. Donc c'est la touche majuscule que vous enfoncez. Et en même temps, vous allez brièvement enfoncer la touche tabulation qui est à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Ça vous fait disparaître les palettes de droite là. Voilà, comme ça on va faire apparaître que les palettes qui nous intéressent. Et alors une palette qui nous intéresse bien sûr c'est la palette des pages. Menu fenêtre, page. Alors, la palette des pages, vous allez prendre son onglet. Vous allez pouvoir la déplacer, la rendre flottante. Parce qu'elle était attachée à deux autres palettes, je pense. N'est-ce pas? Bien. Les deux autres palettes, je vais un peu les rétracter là. Avec ceci. Voilà. Alors, palette des pages. Vous pouvez bien sûr l'agrandir par sa petite case en bas à droite. Comme vous voulez, elle peut être agrandie. Vous avez une ligne horizontale qui sépare les modèles de page, les gabarits, les masters. Ça a été fait dans la version anglaise de InDesign, donc ça s'appelle master. Si le document avait été fait dans la version française, ça se serait appelé gabarit au lieu de master. Bon, ce sont des modèles de page. Vous avez donc cette ligne. Quand vous mettez le pointeur sur cette ligne et vous la baissez, vous arrivez à avoir d'autres gabarits éventuellement. Voilà, il y a plein d'autres gabarits.
Donc ce sont différents modèles de pages avec différents nombres de colonnes éventuellement sur chacune des pages. C'est pour faire un document qui est un peu varié. Alors les vignettes là dans la palette pages, elles sont petites, on va les faire plus grandes. Donc vous allez maintenant dans le menu de la palette pages. Voilà, menu de la palette pages, vous allez demander option de panneau. C'est la dernière ligne. Vous allez demander taille de vignette. On peut essayer jumbo éventuellement. Sur des vieux écrans, ça va faire des pages très grandes. Il ne faudra donc pas le faire. Vous allez faire demander jumbo à la fois pour les pages. Donc la partie basse de la palette pages qui montre vraiment les pages du document. Vous allez demander ça pour la palette pages. Pour les pages du document, je veux dire. Ici, page. Et vous allez faire ça aussi pour les gabarits. Donc pour les pages modèles qui sont au-dessus. Et alors ce serait peut-être bien intéressant de décocher ceci. Affiché verticalement, comme ça vous aurez les gabarits qui vont s'afficher l'un à côté de l'autre, ce sera plus sympa dans la palette page. Ok. Bon, alors ils sont un peu grands chez moi, parce que j'ai un écran qui comporte peu de points pour les besoins de la projection, donc chez moi en tout cas je vais retourner dans option de panneau et à la place de jumbo je vais choisir autre chose. Je vais choisir très grande par exemple, on va voir ce que ça donne. Mais chez vous il est possible que ça marche très bien, voilà. Et que vous avez ce résultat-là, avec l'option jumbo. Moi, je suis obligé de demander l'option très grande pour avoir ce résultat-là. Alors, le principe, c'est que quand la palette page, vous l'élargissez avec sa petite case en bas à droite, vous voyez que les gabarits se mettent horizontalement. On va faire la même chose pour les pages du document. Menu de la palette page, vous allez dans Afficher les pages et vous demandez horizontalement. Et voilà. Donc vous avez une vue d'ensemble du document. Ça peut être sympa. Bien. Bon. Quand vous double-cliquez sur la barre de la palette, elle devient toute petite. Voilà. Ça peut être sympa. Ok, alors... Il y a une numérotation automatique sur ces pages. Bon, elle n'est pas géniale, la numérotation automatique. Au niveau graphique, au niveau présentation, elle n'est pas géniale. À quoi ressemblent réellement les pages quand elles seront imprimées d'une manière ou d'une autre, avec une technique d'impression ou une autre, peu importe. Mais une fois qu'elles seront imprimées, à quoi est-ce qu'elles ressemblent vraiment? Vous pouvez utiliser dans le bas de la palette des outils, ici, cette icône-ci pour passer en affichage aperçu. Ou la touche W sur le clavier, ça fait la même chose. Ça bascule de l'affichage normal avec les constructions visibles vers l'affichage aperçu où vous voyez à peu près ce que ça donnera quand ce sera sorti sur le papier. Donc on voit un peu mieux à quoi ça va ressembler. Quand vous êtes en affichage normal avec les constructions, vous voyez que ce document est basé sur une grille. Donc ça, c'est pour avoir une structure dans le document, pour que les pages soient d'une page à l'autre, ce ne soit pas du n'importe quoi. On cale les éléments de mise en page, que ce soit du texte ou les images, on les cale sur une grille. C'est une manière de faire une grille très simple ici. Pour un début de formation InDesign, c'est pas mal. Donc normalement, quand on construit un document sur base d'une grille, là, je suis en train de remarquer qu'il y a des images qui sont mal placées. C'est pas grave, on va les bouger. C'est sans doute dû à la conversion, elles ont bougé. Vous voyez cette mise en page avec cette tête de chien qui est coupée par le bord de l'image. Là, cette tête de crocodile qui n'apparaît pas, c'est foireux. Donc, on va corriger ça rapidement. Je pense que c'était pas comme ça dans le document quand on l'ouvrait dans 2018. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'était comme ça. Donc voilà, une grille, mais vous n'avez pas à vous en occuper dans un premier temps de cette grille. À un certain moment, vous devrez créer des pages et ce sera plus facile de les créer sur base de cette grille, on en parlera. Mais dans un premier temps, on va parler d'autre chose dans InDesign aujourd'hui. Alors, on va aller sur la page, les pages 18 et 19. Vous les voyez? Pages 18 et 19.
Vous arrivez à scroller jusque-là, ou à taper dans le bas à gauche de la fenêtre, taper le numéro de la page, touche entrée, ou alors le petit menu ici, c'est aussi un moyen de voyager d'une page à l'autre. Ou alors double-cliquer sur la page 18 ou 19 dans la palette page, si elle apparaît encore, votre palette page. Donc tout est possible, il y a plein de manières de faire, c'est très souple. Ok. Donc on va aller modifier ces images, corriger un peu ces images qui sont foireuses là. Je vais passer en affichage aperçu, ce sera plus clair. Voyons un peu où sont ces images, si j'arrive déjà à les sélectionner avec la flèche noire. Vous activez la flèche noire dans la palette des outils et quand on clique sur les images, apparemment on n'arrive pas à les activer. Normalement, quand on clique sur un élément comme ça, on doit voir sa construction qui apparaît, même si on est en affichage aperçu, mais si les éléments sur lesquels on travaille, la construction doit apparaître. Alors, c'est un document qui a été construit avec différents niveaux de construction, des calques. On va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Voilà, palette des calques. Et il va falloir, voilà, déverrouiller certainement le calque qui s'appelle Images et texte et verrouiller celui qui s'appelle Habillage. Et là, quand on clique, oui, ça fonctionne. On voit les constructions du bloc. Là aussi, ça fonctionne. Parfait. Donc, vous voyez, les calques, ça peut être intéressant quand on a des documents complexes. Celui-ci n'est pas très complexe, en fait, comme document. Mais enfin, on s'approche d'une certaine complexité. C'est intéressant de mettre les éléments sur différents niveaux, un peu comme dans Photoshop, et de ne travailler que sur un calque. Les autres sont verrouillés, comme ça on n'active pas par erreur les éléments qu'on ne veut pas activer. Alors voilà, je vais commencer par ce crocodile. Quand je survole, j'ai le réticule ici, je clique sur lui, on voit l'image, les limites de l'image entière. Ce cadre brun, c'est l'image, on ne voit qu'une partie de l'image. Et en ayant le pointeur là sur l'image, vous allez enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger de manière à recadrer bêtement. Et oui, dans ce cas-ci, on va ne pas pouvoir montrer l'entièreté de ce crocodile en or, mais la partie la plus importante, c'est quand même la tête. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je suis avec la flèche activée dans la palette des outils. Je veux bouger les pages sur l'écran. Je ne vais pas aller activer la main. Ça, c'est comme dans Photoshop et Illustrator, la main et la loupe, il n'y a que les amateurs, les débutants qui font ça, aller activer ces outils-là. On va utiliser le raccourci, c'est-à-dire la barre d'espacement. Vous enfoncez la barre d'espacement, c'est le raccourci pour appeler la main. Et vous allez pouvoir bouger la page comme ça et faire apparaître l'autre image qui nous intéressait. Et là, je clique à nouveau sur... évidemment, il faut zoomer en arrière pour voir la totalité de la page, sinon on ne sait pas faire le boulot. Je clique à nouveau sur le réticule central. Et je bouge l'image de manière à avoir une mise en page un peu plus correcte. Voilà. Tout ça me paraît beaucoup plus correct comme mise en page. Il y a certainement d'autres problèmes à d'autres endroits, mais vous avez vu le principe. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres problèmes majeurs dans le document au niveau du positionnement des images. Il n'y avait que sur ces deux pages-là, apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Non, c'était sans doute comme ça dans le document. Je pense que ça ne vient pas de la conversion. C'est pas possible. Un truc aussi simple, ça ne peut pas venir de la conversion, le problème. Alors, pour ceux qui ont déjà fait de la mise en page, ils peuvent se dire, tiens, la mise en page n'est pas terrible, il y a des choses, le texte est trop près des images, les lignes sont trop longues, les caractères ne sont pas assez grands. Bon, tout ça, ça peut se modifier par la suite. Disons que c'est déjà une mise en page pas mal par rapport à ce qu'on peut faire dans Word. Ici, dans InDesign, vous êtes déjà plus loin, beaucoup plus facilement. Vous pouvez positionner vraiment des éléments comme vous voulez, facilement, composer vos pages. Il faut considérer que des mises en page, c'est un peu comme des peintures ou comme des dessins. Vous
Vous savez que quand vous faites une peinture, vous devez penser à la composition, et bien c'est la même chose pour une mise en page. Il faut arriver à faire abstraction du texte et des images et voir la mise en page comme si c'était vraiment une œuvre en soi et essayer d'équilibrer les choses. Alors, ce genre de document, parce que vous savez qu'ici le cours est court, ce genre de document va vous permettre de démarrer, vous allez pouvoir démarrer de ce genre de document pour faire vos propres documents. Donc ce n'est pas du tout une obligation, je vous dis que quand vous ne connaissez pas bien le logiciel, ça peut être intéressant de démarrer de documents existants, notamment celui-ci, il y en a d'autres sur lesquels on va travailler. Ça peut être intéressant de démarrer de ça et les modifier, plutôt que de tout construire au départ d'une page blanche, de mettre tous les éléments. Bon, ce serait une bonne idée d'enregistrer le document. Donc, il y a deux manières de l'enregistrer. Soit on fait un nouvel enregistrement dans le dossier existant. Ben, alors, on va commencer déjà par cette méthode-là. Fichier enregistré sous. Voilà. Quand on est en cours de travail dans le logiciel, là, pendant les cours que vous avez avec moi, ça peut être intéressant de procéder comme ça. Vous faites fichier enregistré sous et vous enregistrez le document InDesign dans le dossier d'où il vient, là, en changeant éventuellement le nom. Alors ici, je vais redémarrer. On va indiquer 101. Ça tombe bien. Vous savez ce que ça veut dire, 101 ? Non ? B.A.B.A., vous savez ce que ça veut dire ? Le B.A.B.A. Ça vous dit rien, le B.A.B.A ? Le B.A.B.A, ça veut dire c'est les bases. On voit les bases. Quand on vous explique qu'on va voir le B.A.B.A de la conduite automobile, par exemple, ça veut dire qu'on va commencer à vous expliquer ce qu'est un volant et des pédales. Eh bien, en anglais, ça se dit 101. Alors, je vais enregistrer comme ça. Voilà, ça c'est une manière d'enregistrer le document en cours de route. Et je vous incite vraiment à régulièrement enregistrer sous un nom différent, toutes les 5-10 minutes, ça n'est pas un problème, ça régénère la structure XML. Si vous travaillez trop longtemps sur un document InDesign pendant des heures, des jours, c'est arrivé à plein de gens, à un certain moment il devient corrompu, vous n'arrivez plus à ouvrir le document InDesign, la structure XML est corrompue. Et ça, c'est valable pour d'autres logiciels aussi. En 3D, c'est valable aussi. Vous toujours travailler sur le même fichier pendant des jours, des semaines. Voilà, ça devient corrompu et vous n'arrivez plus à le lire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Si votre document sur lequel vous avez travaillé pendant des semaines ne veut plus s'ouvrir dans InDesign, deux solutions. Soit tout recommencer, soit faire appel à une entreprise spécialisée. Il y en a une en Hollande. Marksware, je pense que ça s'appelle, qui pour 500 ou 1000 euros va vous récupérer votre document. D'accord ? Donc, mortalité de l'histoire, enregistrez régulièrement vos documents. Ne travaillez pas trop longtemps sur un document qui a le même nom, surtout des documents avec des structures complexes comme les documents InDesign ou Illustrator ou de la 3D ou quoi, ou du montage vidéo, peu importe, voilà. Alors, il y a une autre manière d'enregistrer les documents qui est très intéressante en fin de session, quand vous voulez reprendre le document et l'utiliser sur un autre ordinateur. C'est une manière d'enregistrer qui va enregistrer le document InDesign dans un dossier avec toutes les ressources qu'il utilise. Parce que les images qu'on voit là, elles ne sont pas dans le document InDesign. Elles ne sont pas réellement dans le document InDesign. Elles ne sont pas dans le fichier sur le disque dur. C'est des liens. D'accord ? Sinon, le document, si je fais un magazine avec 50 images qui font chacune 50 mégas, je vais me retrouver avec un document de plusieurs gigas, ça ne va pas. Vous comprenez le principe, donc c'est pas comme ça que ça marche dans InDesign. Les images ne sont pas réellement dans le fichier. Et donc voilà, on va enregistrer un dossier d'assemblage, c'est-à-dire on va enregistrer le document InDesign avec toutes les ressources qu'il utilise. Donc vous allez dans le menu Fichier, Assemblage. Là, vous avez la possibilité de régler certaines petites choses.
c'est pas grave. On va pas le faire ici. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? 66 images dans ce document, ou en tout cas liens, c'est pas nécessairement des images. 66 qui utilise l'espace RVB, c'est pas un problème, parce que de toute façon, pour avoir du CMJN, on le fera à l'exportation du PDF. Je vous en avais touché un mot dans un mail que je vous ai envoyé, je pense. Vous avez encore beaucoup de gens qui vous disent dans les écoles que quand vous faites de la mise en page, il faut absolument utiliser des images CMJN et que vous devez transformer vos images RVB, vos photos qui viennent de l'appareil photo, qui sont RVB, les transformer en CMJN. Bien sûr, ça vous dit quelque chose, c'est mode, couleur, RVB, CMJN. Bon. Adobe, ça fait 15 ans qu'il dit qu'il ne faut absolument pas faire ça. Vous devez faire des mises en page en RVB. Et que si vous deviez faire une conversion vers le CMJN, Photoshop est vraiment pas un bon choix. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons. Parce que déjà, ceux qui vous conseillent de travailler dans InDesign avec des images CMJN ne sont même pas au courant qu'il existe plein d'images CMJN différentes. Je veux dire, plein de formats CMJN différents. Fogra 39, Fogra 27, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Et je parle même pas des formats japonais et américains d'images CMJN. Donc, voilà. Si on vous a appris à faire des mises en page en CMJN, c'est très bien, mais c'était inutile. C'est même pire que mieux. Donc, aucun problème ici à l'exportation. Je vais cliquer sur Assemblage. Ça va me demander où je veux enregistrer. Et je ne vais certainement pas enregistrer dans l'ancien assemblage, parce que vous avez deviné que ceci, c'était un assemblage, ce que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. On ne va pas l'enregistrer là, on va l'enregistrer directement dans le dossier que vous avez fait pour aujourd'hui. Voilà. OK? Vous avez fait un dossier pour aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, vous l'enregistrez. Vous le faites, je veux dire. Voilà. Et ici, les options, vous laissez tout comme ça, c'est bien. Ici, ce n'est pas un cours de mise en page extrêmement avancé, donc je ne vous explique pas les différentes options d'exportation. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire un assemblage. Alors, sur le petit message ici, vous cliquez sur OK. Voilà. Encore OK, voilà. Et ça vous fait l'assemblage. Et on va aller voir ce que ça donne sur le disque dur une fois que c'est fait. Donc, ceci, c'est bien à faire en fin de session, quand vous voulez transporter votre document InDesign quelque part pour l'utiliser sur un autre ordinateur. Mac ou PC, c'est compatible en principe, sauf peut-être les polices de caractère. Ça, il faudra réfléchir. Si vous voulez passer de Mac à PC régulièrement, il faudra peut-être réfléchir aux polices de caractère pour utiliser des choses qui ne sont pas spécifiques Mac ou PC. Voilà, donc dans le dossier d'aujourd'hui, j'ai mon dossier d'assemblage qui est là. Voilà, avec le document que je pourrais ouvrir dans une autre version de un autre InDesign ailleurs sur un autre ordinateur, éventuellement. Ou sur le même ici, hein, c'est pas interdit. Et il y a tout ce qui est nécessaire pour que le document fonctionne, notamment tous les liens qui étaient... tous les liens, oui, les images ou autre chose, des graphiques Illustrator, des tableaux importés, des documents Word importés. Ils vont se retrouver dans le dossier liens. Alors, la numérotation, comment est-ce qu'elle a été faite? En fait, dans InDesign, la numérotation, c'est extrêmement souple. On peut la mettre où on veut, on peut lui donner l'aspect qu'on veut. Et pour qu'elle soit reportée sur toutes les pages du document, elle a été mise dans un gabarit, dans une page maître. On va aller voir la palette page. Je l'ai toujours là sur l'écran. Je vais double-cliquer sur sa barre de titre. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre page pour la retrouver. Voilà. Alors, il y a différents gabarits ici. C'est ce qu'on appelle des gabarits en cascade ou des gabarits parents et des gabarits enfants. Et le principe du document ici, c'est qu'il a été démarré avec une double page. Oui, c'est un document recto-verso, donc il y a une page de gauche, une page de droite. C'est un gabarit double page.
qui contenait des lignes roses horizontales, vous voyez. Au départ de ça, on a fait un autre gabarit qui est l'enfant du parent. On a fait 3 colonnes par page ici. On a fait un autre enfant, donc c'est le frère du B, en quelque sorte. Et c'est l'enfant du A. Et lui, il a 4 colonnes. Tout ça, c'est pour pouvoir faire un document avec de la variante d'une page à l'autre. On ne va pas faire un document avec systématiquement 3 colonnes sur toutes les pages, ou systématiquement 4 colonnes, donc on mélange, pourquoi pas. Il y a d'autres gabarits qui ont été faits au départ de page du document, ça aussi c'est possible. Une fois qu'on a commencé à mettre en page le document, on peut transformer des pages en gabarits pour faire des pages similaires. Bien sûr, quand on va appliquer ce gabarit sur une page, les images, le texte, les titres, on va les changer. Mais enfin, ça va ressembler à ça. Voilà aussi le E, le F, c'est ça le principe. Le G, le G qui utilise le F, pourquoi? Que je me souvienne. Oui, bon. Ah oui, c'est juste un gabarit qui utilise le F et les éléments ont été vidés. Comme ça, quand on utilise le gabarit, quand on veut utiliser le gabarit F sur une page dans le document, on n'est pas obligé de vider les images et le texte à chaque fois. On a une version déjà vidée. Vous voyez un peu la hiérarchie des gabarits? C'est des modèles de pages qu'on crée soi-même. Il existe aussi, bien sûr, des documents InDesign à vendre sur le web. Voilà, vous voulez faire une brochure, vous voulez faire des triptyques, vous voyez, des petites choses qui se replient là, en 3 panneaux. Vous voulez faire des choses comme ça, ça peut s'acheter et vous n'avez qu'à modifier le texte, les images et les titres et vous l'avez fait rapidement. Ça existe. Il est conseillé, quand on fait la mise en page, de toujours garder tout ce que vous avez fait les années précédentes, parce que peut-être qu'on va vous demander quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez fait 2 ans avant. Donc il suffit d'aller rechercher le document de 2 ans avant et de le modifier. Voilà. Mais ça, c'est valable pour tous les autres domaines de l'infographie. Gardez tout ce que vous avez fait, archivez, et soyez capable rapidement d'aller le rechercher pour redémarrer de ça. Ok, donc clairement, ici, je vois la numérotation, là, je la vois sur le gabarit A, ça veut dire qu'elle est sur le gabarit A, la numérotation, elle est réellement là. Essayez un peu le gabarit B, par exemple, double-cliquez sur le gabarit B. Il devrait s'afficher sur l'écran. Vous devriez avoir ces 3 colonnes par page qui apparaissent. Essayez d'aller modifier, cliquez sur un cadre rose là, avec la flèche noire. Vous arrivez à le faire apparaître, on voit qu'on arrive à le modifier. Super. Mais qu'en est-il de la numérotation là? Quand vous cliquez sur elle, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas réellement sur le gabarit B. Elle est héritée du parent. Si je veux modifier la numérotation, j'ai intérêt à aller là où elle se trouve réellement. En fait, en quelque sorte, ceci, sur le gabarit B, n'est qu'une image de la numérotation qui est en fait sur le gabarit A. Vous voyez, c'est indiqué clairement ici, le gabarit B utilise le gabarit A. Ok, alors on va double-cliquer sur le gabarit A, et là, on va pouvoir aller modifier ça. En principe, quoique, même pas. Parce qu'en fait, il y a 2 problèmes. Le calque est verrouillé aussi, le calque de numérotation. Ça, il faut penser à tout, il faut avoir une vision d'ensemble. Donc, allez dans le menu fenêtre, chercher la palette des calques. Chez moi, elle est toujours affichée en bas, là, voilà. On va faire en sorte que, si les choses ont été bien faites dans ce document, la numérotation, le signe de numérotation doit se trouver sur un calque numérotation. Alors on va activer ce calque, le déverrouiller, et en même temps on va verrouiller tous les autres. Donc vous pouvez faire Alt-clic sur le cadenas, une fois, 2 fois, et voilà. Ceci fonctionne aussi dans Photoshop et dans Illustrator. Vous voulez travailler sur un calque et que tous les autres se verrouillent, Alt-clic sur le verrou. Voilà. Alors est-ce qu'on arrive à cliquer sur lui? Oui. Bon, je recommence quand même ma démonstration. Ici, je vais aller double-cliquer sur le gabarit B. Pour voir, quand on est dans le gabarit B, est-ce qu'on arrive à sélectionner ceci? Ben non, on n'y arrive pas.
Donc malgré que le calque est déverrouillé. Les calques, c'est transversal. Hein. Quand je déverrouille le calque numérotation pour travailler sur lui, c'est pas sur certaines pages, c'est sur toutes les pages. Hein. Vous voyez, c'est transversal. Donc dans le gabarit B, c'est bien ce que je disais, la numérotation n'est pas accessible. Dans le gabarit A, elle l'est. Voilà. Et alors, on va pouvoir modifier la numérotation. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Je vous le dis, pour faire une numérotation, on doit insérer une balise spéciale. Juste pour l'exercice, on va le faire juste à côté ici. On va faire un bloc avec une insertion de balise spéciale. Donc prenez l'outil texte. À côté du bloc là, faites un cliquer-glisser, vous faites un bloc. Ok. Vous avez fait un bloc? Bien. Alors, on ne voit pas le curseur qui clignote dedans, c'est certainement parce qu'il y a un style de paragraphe qui est appliqué. On va aller dans le menu texte, style de paragraphe. Oui, c'est un style de paragraphe, enfin de titre, voilà. Les lettres sont tellement grandes qu'on ne voit pas le curseur, ça doit être pour ça. Je vais passer en paragraphe standard. Et là, vous devriez voir le curseur qui clignote avec un signe hashtag, un dièse, qui indique simplement qu'il y a une ligne de texte à cet endroit-là. Voilà comment on va insérer sur une page typiquement de gabarit, une page qui va s'appliquer à plusieurs pages du document, comment est-ce qu'on insère une balise de numérotation avec le curseur qui clignote. Il ne s'agit pas simplement de taper un A majuscule, ça ne marchera pas, il faut faire un clic droit. Clic droit. Alors vous inquiétez pas, ici j'ai installé dans mon InDesign des fonctionnalités pour faire des documents japonais. Et vous avez ici des browls que vous n'avez sans doute pas dans votre menu. C'est pas grave. Alors ce qui nous intéresse, c'est insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ou alors ce superbe raccourci clavier, Alt majuscule, commande N. Ça marche aussi. Et voilà. Et là, vous devriez avoir inséré une balise. Et c'est là qu'il y en a qui n'ont pas suivi les 2 dernières minutes. Ils étaient en train de relever leur mail sur leur portable ou de chercher des Pokémon, je ne sais pas. Et ils vont taper la lettre A majuscule et la suite ne marchera pas. Ce n'est pas la lettre A majuscule, c'est une balise spéciale de numérotation. Clic droit, marque, caractère spécial, numéro de page active. Voyons un peu si on a quelque chose quand on double-clique maintenant sur la page 2 par exemple. Ouais, quand je double-clique sur la page 2, j'ai 2 numérotations l'une à côté de l'autre. C'est foireux, mais enfin techniquement vous voyez que ça fonctionne. Si je double-clique sur la page 10, voilà. Bien sûr, sur les pages impaires, qui sont toujours des pages de droite dans un document, vous n'aurez pas la balise. On l'a mise sur la page de gauche, dans le gabarit A. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous retournez dans le gabarit A. On va supprimer la balise de numérotation. Voilà. On va modifier un peu le look de cette numérotation. Voilà. On va la modifier. Peut-être que par sécurité, on devrait quand même stocker ça au cas où on foire les choses. Bon, pour pouvoir revenir facilement en arrière quand on foire les choses, il y a une manière facile de faire. C'est enregistrer le document. Comme ça, on aura la version précédente du fichier. Par exemple, là, je fais fichier enregistré sous. J'enregistre sous le nom 102. Dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé, qu'on a créé tout à l'heure. Le dossier d'assemblage qu'on vient de créer il y a 10 minutes. Là. Donc j'enregistre le document sous un nom différent, par exemple 102 ici. Par sécurité, pour être vraiment certain de pouvoir revenir à cette version-là, j'enregistre à nouveau 103. Voilà. Vous voyez, si je fais une gaffe là, en faisant mes recherches graphiques, très utile aussi dans Illustrator et Photoshop. Vous faites des recherches graphiques, vous avez obtenu un bon résultat, mais vous voulez voir si vous n'allez pas obtenir mieux en chipotant un peu. Gardez la version d'avant.
Parce que forcément, à un certain moment, ça va foirer. Donc il faut pouvoir revenir à la version d'avant. Dans les processus créatifs, on a parfois tendance à s'emballer et à faire des choses. Et finalement, on se rend compte que la meilleure version de ce qu'on a fait se trouve entre le démarrage et la fin. C'est une des versions intermédiaires, vous voyez ce que je veux dire. Donc, enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est une bonne solution. Bon, ça, c'est une manière de faire. J'ai donc enregistré 2 fois de suite. Je suis certain que dans la version 102, j'ai mon document tel qu'il est actuellement. Maintenant, on peut aussi stocker l'aspect de ce bloc qui contient cette balise-là. Est-ce que le texte apparaît en rose chez vous ? Est-ce que le texte ici apparaît en rose, la balise, quand vous êtes en affichage normal comme ça? Non. Il n'est pas surligné en rose. C'est très bien, ça veut dire que la police utilisée là est installée sur votre ordinateur. InDesign est capable d'ouvrir un document, même si dans le document, il y a des polices qui ne sont pas encore installées dans le dossier fonte de l'ordinateur. Et vous pourrez même modifier le document. Ce n'est pas le cas de tous les logiciels. Et le fait que la police ne soit pas soulignée en rose, ça veut dire que donc il n'y a pas de problème. Cette police est installée sur votre ordinateur. C'est parfait. Ok, alors on va stocker l'aspect de ça. Le fait que ce soit un bloc rond. Le carré, là, c'est juste les limites du bloc. C'est les poignées pour pouvoir modifier ses dimensions. Mais le bloc, il est rond. Et non pas le roc, il est blond. Hein? D'abord, est-ce qu'il n'est pas chauve en plus, le roc? Bon, peu importe. Je rigole, blague de prof. Voilà, donc vous avez sélectionné ça. Et vous allez chercher les styles. Menu fenêtre, style d'objet. Fenêtre, style d'objet. Et on va créer un nouveau style au départ de ce bloc. C'est-à-dire qu'on va stocker une description de ce bloc tel qu'il est. Donc, nouveau style d'objet. D'accord ? Alors, il y a un truc intéressant, c'est d'intégrer dans le style d'objet, l'objet c'est le bloc rond là, intégrer dans le style d'objet le style de paragraphe, mais en fait, il n'est pas certain que cette numérotation utilise un style de paragraphe. C'est pas grave, on va faire comme si pour l'instant. Voilà, je coche style de paragraphe, paragraphe standard. Oh, écoutez, on va faire les choses quand même convenablement. Cliquez sur annuler, parce que j'aurais voulu créer un style d'objet qui intègre le style de paragraphe, et là je me rends compte qu'il n'y a pas de style de paragraphe prévu pour la numérotation. Donc cliquez sur annuler. Avant de faire le style d'objet, on va faire le style de la lettre là, la balise de numérotation. Donc vous allez la sélectionner avec l'outil texte. Voilà. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe. Style de paragraphe. Alors est-ce que vous voyez qu'il y a également une palette des styles de caractères? Souvent, les débutants en InDesign n'arrivent pas à trop comprendre la différence. Ils se disent, tiens, je vais utiliser la palette des styles de caractères pour modifier l'aspect des paragraphes dans mon document. Ou alors ça, c'est juste un caractère, donc je vais utiliser style de caractère. Que nenni! Les styles de caractères, c'est pour modifier un mot ou plusieurs mots dans un paragraphe. Donc, dans vos paragraphes, vous leur appliquez des styles de paragraphes. Et pour modifier un mot ou l'autre, les mettre en italique ou changer leur couleur, vous utiliserez les styles de caractère, d'accord? Donc dites-vous bien que les styles de caractère, vous n'allez normalement pas les utiliser souvent. C'est pour modifier un mot pour qu'il soit différent du reste du paragraphe. Donc ici, on est bien dans style de paragraphe. Et on va demander de faire un nouveau style. Vous allez par exemple dans le menu de la palette style de paragraphe et on va appeler ça numérotation. Voilà, numérotation. D'après aucun style, quand on fait des styles de paragraphes dans InDesign, il faut
surtout vérifier qu'il est bien indiqué ici d'après aucun style. Pourquoi? Parce que parfois, sans vous en rendre compte, vous allez faire ce qu'on appelle des parentages de styles de paragraphes. Il y aura un style de paragraphe parent et un style de paragraphe enfant. Et si vous ne connaissez pas le système, si vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive dans votre document, pourquoi vous n'arrivez pas à modifier bien les choses. Donc, dans un premier temps, je vous dis, chaque fois que vous faites un style de paragraphe, vérifiez qu'il est bien indiqué d'après aucun style. Et non pas d'après un autre style qui existe déjà. Je clique sur OK, voilà. Je peux même appliquer le style qui vient d'être créé, l'appliquer au caractère là. Parfait. Il faut. C'est pas que je peux, mais pour la suite, il faut l'appliquer. Vous voyez un peu le principe? Alors le principe du style, c'est que je vais pouvoir modifier l'aspect du caractère télécommandé avec le style. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le bloc lui-même, aller sélectionner le caractère, le modifier, je pourrais faire ça avec comme une espèce de télécommande pour modifier. Même plusieurs endroits du document pourraient être modifiés avec les styles. C'est le principe. Vous connaissez sans doute dans Word, vous connaissez les styles. C'est le même principe dans InDesign. Parfait. Donc maintenant, on sélectionne avec la flèche noire le bloc lui-même et on va faire le style du bloc avec style d'objet ici. Voilà. Donc on a bien sélectionné maintenant le bloc. Dans le menu de la style d'objet, donc c'est menu fenêtre, style d'objet, on va créer un nouveau style d'objet et on va lui dire qu'il inclut, le petit V ici doit être enclenché, il inclut le style de paragraphe qui est numérotation. Donc tout ça, je vous rappelle, c'est pour pouvoir créer d'autres blocs similaires rapidement dans le document ou pour stocker l'aspect de ce bloc, voilà, au cas où. Voilà. Tiens, je l'ai appelé style d'objet? Non. Je l'ai appelé comment? Bon, je vais recommencer parce que là j'ai foiré. Nouveau style d'objet. Je vais l'appeler bloc numérotation. Voilà, ok, je l'appelle bloc numérotation. Je coche bien style de paragraphe. Ok. Voilà. On peut mettre à jour le fichier sur le disque dur, c'est toujours pratique. Fichier enregistré. Voilà, on met à jour le fichier, il ne change pas de nom, mais on a intégré les dernières choses qu'on a faites là. Ah oui, pour bien faire, je peux aussi appliquer le style bloc numérotation, voilà, à ce bloc-là, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-ci, voilà. C'était juste pour le stocker de toute façon. Ok, ben modifions un peu ce style de numérotation ici. Alors, vous avez sélectionné le bloc avec la flèche noire. On va voir si on peut mettre un carré au lieu d'un cercle. On va aller dans le menu Objet, convertir la forme, et vous allez choisir éventuellement rectangle. Voilà. Vous avez un rectangle à la place d'un cercle, pourquoi pas? Vous avez vu? Objet, convertir la forme, rectangle. Ensuite, une fois que vous avez un rectangle, vous allez pouvoir mettre des arrondis si vous voulez. Objet, option d'arrondi. Quand vous avez trois petits points qui sont sur la ligne d'un menu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir quand vous choisissez ça. Et il va falloir choisir des choses. Voilà. On peut cocher la case aperçue, comme ça on voit directement derrière ce que ça donne. On peut aller choisir ici de faire un arrondi. Évidemment, il est tellement fort l'arrondi que ça ressemble à un cercle. Donc on va peut-être aller diminuer. Donc c'est dans le menu Objet, Option d'arrondi. Alors ça donne un look fort années 60, la couleur, les arrondis, même la police de caractère. Et évidemment, en fonction du sujet, il faut choisir les formes, les couleurs et les polices de caractère, hein, parce que ça n'est pas anodin. Ça fait référence à des moments de l'histoire du graphisme.
Mais enfin, voilà, techniquement, vous voyez comment ça fonctionne. Ok. Est-ce que vous êtes arrivé à faire ce genre de choses? Alors, on va changer la couleur du rectangle. Donc, il est sélectionné. Alors, ne changez pas les couleurs à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'icône ici dans la palette des outils, parce que ça, c'est pas bon. Ça va pas vous permettre de faire ce qu'on appelle des couleurs globales. Donc, pour créer la couleur qui va remplacer celle-là, vous allez dans le menu Fenêtre, Couleurs, Nuancier. Fenêtre, Couleurs, Nuancier. Soit on modifie la couleur déjà existante, c'est déjà une couleur qui a été faite dans le nuancier, soit on va en faire une. Quel est l'intérêt d'utiliser des couleurs qui sont d'abord créées dans le nuancier? Vous pourrez les retrouver pour les appliquer sur d'autres objets, oui, c'est vrai. Et aussi, vous pourrez les appliquer sur plein d'objets dans le document et d'un coup, modifier toutes les couleurs. C'est le principe de la couleur globale. Dans Illustrator, on a la même chose, mais il faut le demander. C'est une case à cocher. Dans Illustrator, vous pouvez très bien appliquer une couleur sur plein d'objets Illustrator et d'un coup modifier la couleur de tous ces objets. Il faut avoir demandé ce qu'on appelle la couleur globale. Mais dans InDesign, c'est d'office. Toutes les couleurs qu'on crée dans le nuancier sont d'office globales. C'est-à-dire que la couleur que je vais créer là pour le fond de ma numérotation, je pourrais aussi l'utiliser pour faire un fond de titre. On va le faire après. Et vous allez voir qu'on va modifier d'un coup toutes les couleurs. Alors allons-y, on va créer une couleur. Donc menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors on va décocher, nommer selon valeur chromatique et on va l'appeler fond numérotation. Mode de création de couleurs, vous n'allez pas choisir CMJN là. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de couleurs finalement vives en CMJN. C'est difficile d'avoir par exemple un vert vif, ça va pas être évident d'avoir un vert vif. Voilà, ça c'est le vert le plus vif que je peux avoir en CMJN en utilisant de l'encre cyan et jaune. Vous allez dire, mais à quoi ça sert d'avoir des couleurs vives si on ne sait pas les imprimer? Mais c'est parce que les documents, il y a différentes techniques d'impression. On peut aussi les sortir sur des techniques d'impression qui permettent d'imprimer des couleurs plus vives. On peut aussi les afficher sur l'écran, les documents. Donc je vous conseille de passer en RVB, sauf évidemment si vous êtes dans une boîte où on vous oblige à travailler en CMJN ou si vous êtes avec un prof qui vous oblige à travailler en CMJN. Alors RVB, voilà, et là on a des couleurs super vives, on a même un point d'exclamation qui vous dit attention, cette couleur super vive, si tu l'imprimes en offset 4 couleurs, elle va sans doute devenir vert grenouille comme ça. Alors que ce sera pas ton vert Pokémon, ce sera un vert grenouille pourri. Voilà. Ok. Voilà. Et on a une numérotation qui utilise ce vert super vif. Bon, il faut savoir qu'on peut imprimer aussi avec 6 couleurs. Et on a quasiment les mêmes couleurs que sur un écran à ce moment-là. Mais 6 couleurs, voilà, tous les imprimeurs ne le font pas. Cyan, magenta, jaune, noir, orange et vert. Il y a de l'encre orange et verte en plus. Il y a même la 7 couleurs pour les produits de luxe, pour les livres de luxe. Vous avez 7 couleurs même. On ajoute en plus du bleu, de l'encre bleue. Donc voilà. Ok, vous avez réussi à modifier la couleur? Super. Eh bien, on va aller modifier tant qu'on y est. Également la couleur des titres. Allez un peu dans le document sur une des pages ici, la page 18 par exemple, oui la page 18. Je double-clique sur la page 18 là dans la palette page. J'arrive sur la page 18. Alors, on a donc évidemment notre numérotation qui a changé de couleur partout. On va peut-être aller changer également les
les titres ici. Et c'est des titres pourris, hein, au niveau du design, c'est vraiment pourri. Hein, c'est des choses qui vont être modifiées par la suite, hein, mais c'est... Voilà. Alors, quand j'essaye de sélectionner le titre, là, les dauphins des îles, ça fait rêver, vraiment. Ben, ça marche pas. Donc, ça veut dire que le titre est sur un calque spécial, sans doute, qui est actuellement verrouillé, c'est logique. Je vais peut-être aller le chercher dans Images et texte. Je vais faire Alt-clic sur le verrou ici. Une fois, deux fois, je travaille sur le calque Images et texte, et les autres sont verrouillés. Je suis dans la palette des calques, donc. Hein. Est-ce qu'on arrive à sélectionner ce bloc? Parfait. Est-ce que ce bloc a fait l'objet d'un style d'objet? C'est le cas de le dire. Je vais voir dans la palette style d'objet. Ah non, tiens, il n'y a pas eu de style d'objet qui a été fait spécifiquement pour les titres qui sont dans des cartouches, comme ça on appelle ça un cartouche. D'accord? Comme les hiéroglyphes égyptiens qui sont dans des cartouches. Bon, c'est pas grave, on n'utilise pas les styles d'objet. On va juste aller modifier rapidement la couleur de fond de ce bloc. Vous allez mettre du vert vif à la place du vert qui était précédemment. Alors je sais que c'est une couleur qui s'appelle fond numérotation et je suis en train d'utiliser sur un titre. Ça ne pose aucun problème, bien sûr. Juste pour mon organisation personnelle, ça va être un peu compliqué. Si je reviens dans le document dans quelques semaines, il faudra que je comprenne que, tiens, le fond des cartouches là, pour les titres, c'est la même couleur que la numérotation. Pourquoi pas? Voilà, du coup, vous avez utilisé une couleur qui se trouve dans le nuancier. Ça veut dire que c'est un peu comme un style, en quelque sorte aussi. Hein. Ça veut dire qu'on peut cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est activé spécifiquement, parce que vous savez que dans InDesign ou Illustrator, quand on veut travailler sur quelque chose, on doit l'activer. Vous avez compris, ça c'est du vectoriel. D'accord? C'est pas comme Photoshop où on prend le pinceau, on dessine sur l'image, il y a des pixels qui tombent dans l'image. On n'a pas dû sélectionner l'image avant. Ici, c'est du vectoriel. Donc, mais voilà, rien n'est activé. On a cliqué avec la flèche noire à côté de la page. Et en double-cliquant sur la couleur fond numérotation dans la palette nuancier, en cochant la case aperçu dans la boîte qui s'ouvre, vous allez pouvoir modifier les deux couleurs d'un coup, toutes les couleurs d'un coup, sur toutes les pages du document. S'il y avait ces couleurs-là utilisées, vous allez pouvoir les modifier. Voilà comment on peut modifier après coup le look d'un document. Ça veut dire que quand vous faites votre document de mise en page, vous n'êtes pas obligé de trouver directement les bonnes couleurs. Vous pouvez postposer ce stade-là, le choix des couleurs, à plus tard et mettre n'importe quoi comme couleur aux éléments, tant que voilà, vous savez que vous allez pouvoir par la suite aller modifier les couleurs, faire des tests, des variantes, etc. Voilà. Alors, petite astuce, dans tous les logiciels Adobe, quand vous enfoncez la touche majuscule et que vous prenez un curseur qui n'est pas à 0 ou au maximum, vous arrivez à modifier la luminosité de la couleur. Vous voyez mon bleu qui devient foncé ou clair. Si je le transforme en vert, là, sans enfoncer aucune touche, ou en rouge brique comme ça, même chose, touche majuscule, je peux modifier l'intensité. Les 3 curseurs, ou 4 si je travaille en CMYN, d'un coup. Donc voilà le principe de la couleur globale. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir les couleurs en double-cliquant sur le sélecteur ici dans le nuancier, dans la palette des outils. Pourquoi il faut absolument utiliser le nuancier, que vous soyez dans Illustrator ou InDesign d'ailleurs, c'est comme ça. Alors vous vous souvenez qu'on a fait un style de paragraphe pour la numérotation, pour la balise. Là. Normalement, si vous allez donc dans le menu texte, style de paragraphe, vous devriez voir un style de paragraphe qui s'appelle numérotation. Bon, bien sûr, la numérotation sur les pages, elle est inaccessible avec la flèche noire, on n'y a pas accès parce que ce qui vient du gabarit est verrouillé par défaut. Et c'est bien que ça le reste comme ça.
Et on va pouvoir télécommander la modification de la numérotation avec le style paragraphe. Donc ce qu'on va modifier en fait c'est ce qui se trouve dans le gabarit A et ça va se répercuter sur toutes les pages en principe. Alors vous allez cliquer à côté, rien n'est sélectionné. À côté d'une page, rien n'est sélectionné. Donc vous allez double-cliquer sur le style paragraphe numérotation. Et vous allez pouvoir faire des tests. Notamment modifier le format de caractère de base. Avec la case aperçu cochée, la numérotation visible sur le côté, là, vous allez pouvoir modifier les choses. Bon, là, je vais cliquer sur annuler parce que je vais placer la numérotation plutôt à gauche sur mon écran. Redouble-cliquer sur le mot numérotation dans la palette style de paragraphe pour aller modifier ce style. Voilà, parce que l'écran chez moi comportant peu de points, les palettes sont immenses, mais c'est pour les besoins de la démonstration. Sinon, normalement, évidemment, on travaille sur un écran avec beaucoup plus de points, les palettes, tout ça est plus petit, et on a plus de place pour voir son document. Donc, format de caractère de base, vous pouvez modifier la dimension, mais, ah tiens, c'est marrant ça. Vu que j'ai InDesign installé en différentes langues, sans doute que chez moi, il est indiqué size. Chez vous, il est indiqué size aussi ou core. Ben oui, c'est bizarre. Bon, ça peut arriver. Il s'en mêle les pinceaux. Ok, donc modifier le core éventuellement. Un truc qui peut être bien dans tous les documents que vous faites, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est, sauf si vous travaillez pour quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut pas le faire, un truc que je vous conseille de faire, c'est passer du crénage métrique au crénage optique. Ça veut dire que InDesign va modifier l'espacement entre les caractères pour que ce soit plus harmonieux. En fonction des caractères qui sont l'un à côté de l'autre, il va modifier l'espacement entre les caractères. Et il va le faire aussi pour tout un document, pour des milliers de mots. Il va faire ça pour chaque lettre, chaque paire de lettres réglées, de manière à ce que les mots aient l'air de faire bloc, qu'il n'y ait pas de trou dans les mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est l'alignement optique. Ça, c'est intéressant. Le crénage optique. Voilà. Mais parfois, on vous dira qu'il ne faut pas le faire pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer ici dans certaines boîtes. En gros, c'est parce que quand on modifie, après avoir appliqué sur des paragraphes un crénage optique, si on modifie sur une des pages des mots, il est possible que dans le texte avant, ça se modifie aussi. Sur les pages avant aussi. Et ça, il y en a qui n'aiment pas, ils préfèrent quand ils passent en revue un document pour vérifier que tout est bon, que quand on fait une modification sur une page, ça n'ait une influence que sur les pages suivantes et pas du tout sur les pages d'avant. Voyez ? Voilà une raison pour laquelle on pourrait vous dire n'utilisez pas le crénage optique. Mais moi, je vous dis de l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, la couleur du caractère pourrait être modifiée, bien sûr, mais ça peut être moche, pourquoi pas. Ou alors, peut-être la même couleur. Ah oui, intéressant de mettre la même couleur au caractère que la couleur de fond du bloc. On ne voit plus le caractère, sauf si on vient modifier ici la teinte. Voilà. Ça peut être bien. Comme ça, en modifiant la couleur dans la palette nuancier par la suite, je modifie à la fois le fond du bloc et la couleur du caractère. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Bien sûr, les polices, vous pouvez aussi choisir les polices. Vous pouvez cliquer là-dessus, faire défiler les polices avec les flèches sur le clavier et voir ce que ça donne. Certaines polices ne sont pas à la bonne hauteur dans le bloc, il faudra modifier ça. Voilà, imaginons que je veux utiliser ces espèces de spaghettis monstrueux. Ils sont trop bas dans le bloc. On peut modifier les paramètres du bloc pour que le caractère remonte. Ou on peut ici modifier aussi dans les formats de caractères avancés le décalage vertical pour aller remonter les caractères éventuellement. Les deux sont bons, soit de travailler sur le caractère, soit de travailler sur le bloc. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on peut recentrer. En principe, c'est centré.
En principe, le caractère devait être centré dans le bloc, mais avec certaines polices de caractère, ça, visiblement, ça marche pas. Ok, parfait.